Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre le cours, le premier chapitre de l'électrochimie. Donc, on arrive à au deuxième paragraphe, les courbes d'intensité potentielle. Donc, en première partie, on va voir que la définition. Donc, nous avons dit que le processus électrochimique mis en jeu, la réaction électrochimique, est un processus hétérogène, puisqu'il met en jeu deux phases différentes, la phase aqueuse et la phase solide. Donc, les facteurs cinétiques sont les mêmes facteurs qu'une réaction hétérogène. Exemple, les concentrations des espèces dissoutes, la température, l'air de l'interface métal-solution, l'état d'interface, la nature du métal, ainsi de suite. Mais il y a un deuxième facteur qui intervient ici dans la réaction électrochimique, c'est la différence de potentiel V entre le métal et la solution. Donc, l'intensité du courant et donc la vitesse dépendent de tous ces facteurs précédents. Maintenant, si on fixe tous les facteurs à l'exception de la différence de potentiel, on obtient ce qu'on appelle les courbes intensité potentielle. Donc, I fonction de V en maintenant TS ici aux mêmes valeurs. On trace donc ce qu'on appelle les courbes d'intensité potentielle. Ça en ce qui concerne la définition. Maintenant, en ce qui concerne le montage expérimental et l'exploitation de ces courbes-là. Donc, le but, c'est de tracer l'intensité du courant I qui circule ou bien qui entre du métal vers la solution selon la convention qu'on a prise, en fonction du potentiel de cette électrode de travail. On appelle ça l'électrode mise en jeu. Donc, on souhaite déterminer le courant en fonction du E. Donc, il suffit d'appliquer un potentiel E variable et de mesurer l'intensité du courant I engendré dans cette électrode-là. Nous avons vu que le montage à deux électrodes ne marche pas. Pourquoi? Parce que si je vais utiliser une électrode de référence avec l'électrode considérée et je mets entre les deux un générateur de tension, et bien le courant I qui circule dans l'électrode de référence serait non nul. Et donc le potentiel de référence ne serait pas constant. Ça, je vous ai envoyé donc un lien pour mieux expliquer, qui explique ça. C'est pourquoi on doit utiliser ce montage-là, le montage à trois électrodes, dans lequel on utilise une électrode de référence. Son rôle, c'est de fixer la valeur du potentiel de référence. L'électrode de travail, c'est l'électrode qu'on va étudier. On va tracer la courbe d'intensité potentielle associée à cette électrode. Et une contre-électrode, on va voir son rôle, c'est d'assurer donc la circulation du courant dans l'électrode qu'on va étudier, ainsi que de faire varier la tension et donc le potentiel de cette électrode de travail. On met entre l'électrode de travail et l'électrode de référence un voltmètre afin de mesurer la différence de potentiel entre les deux électrodes. Connaissant le potentiel de l'électrode de référence, on a accès à le potentiel de l'électrode de travail. Donc ça, le voltmètre, son rôle, c'est de mesurer E, connaissant ER. Bien sûr, selon l'électrode de référence qu'on utilise, on peut fixer la valeur de E de référence à 0 si on utilise l'électrode standard à hydrogène, ou bien une autre valeur si on utilise une autre électrode de référence comme l'électrode au calomètre saturé. L'essentiel, on fixe un potentiel, en mesurant V, on peut déterminer. Maintenant, pour mesurer l'intensité du courant, on doit utiliser un ampèremètre. L'ampèremètre, il va mesurer le courant qui sort de l'électrode du contre-électrode et qui arrive sur l'électrode de travail. Et puis, on doit faire varier le E
on fait varier le E à l'aide d'un générateur de courant ou de tension. Ici, le plus facile, c'est d'utiliser un générateur de tension. Donc, en faisant varier U, connaissant E à l'aide du voltmètre, on mesure A et on trace la courbe E, I en fonction de E. Une dernière remarque, ça aussi, elle existe dans le lien que je vous ai envoyé. Le fait d'utiliser un voltmètre ici entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, c'est donc d'assurer que le courant il passe en totalité dans l'électrode de travail, vu que le voltmètre a une impédance d'entrée très grande, donc il empêche que le courant passe dans l'électrode de référence. Donc, on va tracer ce qu'on appelle la partie anodique et la partie cathodique de ce couple, c'est-à-dire on va tracer IC, IIA. Donc, tout d'abord, pour I est égal 0, le potentiel de l'électrode de travail, il vaut le potentiel de Nernst ou bien le potentiel de référence si on a utilisé une électrode qui n'est pas l'électrode standard à hydrogène. Sinon, I résulte de deux processus antagonistes. Il y a une réduction et une oxydation. Donc, tout dépend de l'intensité du courant. Donc, le processus, donc il s'agit d'une oxydation si I est positif, il s'agit d'une réduction si I est négatif. Donc, l'intensité du courant qu'on va tracer, c'est la somme de ces deux courants, IA et IC, des processus d'oxydation et de réduction. Donc, dans la suite, on étudie séparément les deux processus, puis ensemble les deux en utilisant le principe de superposition. Donc, si on commence par le courant, la partie anodique ou bien le courant d'oxydation. Donc, le réducteur était dans la solution. Donc, on applique une différence de potentiel à l'électrode et on va voir, et on mesure plutôt cette intensité du courant. Donc, on ne peut pas avoir I négatif puisqu'on s'intéresse à l'oxydation, puisqu'alors les électrons arrivent sur l'électrode 2, puisqu'il s'agit d'une oxydation. Les électrons arrivent du réducteur vers le métal et puis ils partent et l'intensité du courant, elle serait en sens inverse. Comme il n'y a pas d'oxydant, donc il n'y a pas de réduction, et donc IC est égal 0, donc on trace IA en fonction de E, c'est-à-dire on trace I en fonction de E. Et donc la courbe en rouge ici, elle désigne le courant d'oxydation en fonction de l'intensité ou bien en fonction du potentiel d'électrode. Donc on va avoir donc une allure comme ça, et cette allure-là, la limite par diffusion, on va la discuter par la suite, puisque si le réducteur est en solution, il y a toujours un palier de diffusion, le courant il atteint une valeur limite. Donc, la courbe dépend de la cinétique de la réaction, mais aussi de toutes les espèces mises en jeu, l'oxydant, le réducteur et la nature de l'électrode, ainsi de suite. Donc, l'allure de la courbe, il dépend surtout de la nature de l'électrode et de l'oxydant et réducteur mis en jeu. Mais l'allure, il est pratiquement de cette manière. Donc, il dépend aussi de la surface de l'électrode, parce que nous avons dit que la surface est aussi un facteur cinétique. Donc, parfois, il vaut mieux utiliser le courant surfacique en divisant par S pour mieux voir, ou bien pour annuler, ou bien pour fixer ce facteur cinétique qui est la surface de l'électrode. Dans la deuxième partie, donc la partie qui trace le courant de réduction, maintenant dans la solution, il y a l'oxydant. Et le courant serait négatif puisque l'oxydant, il va prendre des électrons. Donc, le courant, normalement, il circule dans le sens inverse de I, du sens choisi arbitrairement, et donc I serait négatif. Donc, I toujours est égal à IA plus IC, mais IA est égal à 0 puisqu'il n'y a pas de réducteur, donc I est égal à IC, il est négatif. Donc, l'allure ici de la courbe, il est négatif et il possède généralement cette allure. Bien sûr, il y a un palier de diffusion si l'oxydant est en solution, sinon il possède cette allure-là. Donc, en sommant les deux
courbes précédentes, on va obtenir l'allure de l'intensité du courant en fonction du potentiel dans les deux cas, l'oxydation plus la réduction. À l'aide de ces courbes-là, ou bien de cette courbe I en fonction de E, on va donc définir les systèmes rapides et les systèmes lents. Donc, le courant peut être négatif ou positif, c'est ensemble des deux. Donc, on admet comme un postulat que les deux phénomènes d'oxydation et de réduction peuvent se superposer, c'est-à-dire que la courbe est la somme des deux courbes tracées précédemment. Donc, à partir de ça, on définit le système rapide lorsque la courbe en vert ici, lorsque le courant est différent de 0 dès qu'on s'éloigne de En. Dès qu'on s'écarte de En, donc le courant il prend des valeurs significatives. Donc à l'équilibre, E est égal à N, I est égal à 0. Donc le courant anodique est égal moins le courant cathodique. Et les deux réactions antagonistes se font avec une grande vitesse à la même instant. Ça, c'est à l'équilibre. Pendant l'équilibre, si E est supérieur à N, il y a oxydation, bien sûr, le courant positif. Sinon, le courant est négatif dans la partie réduction. Et donc, la courbe en vert ici, vous le voyez, le courant est non nul dès qu'on s'écarte de cette valeur En. On vous donne un exemple, l'exemple du couple Fe3 plus Fe2 sur l'électrode de platine qui est un système qui forme un système rapide. Sur une autre électrode, il peut former un système lent. Donc le deuxième cas, c'est le système lent. Donc en faisant de même, en superposant le courant anodique avec le courant cathodique, on obtient la courbe en vert ici aussi. Vous voyez que au-delà de En, il existe une certaine intervalle, ici dans la partie anodique que dans la partie cathodique, où le courant reste nul, puis il prend des valeurs significatives. Donc, c'est pas dès qu'on s'écarte des potentiels d'équilibre qu'il y a un courant significatif. Donc, on ne peut pas mesurer N ici parce qu'on a toute une plage. Donc, N est déterminé par calcul ici. Et les deux processus donc sont lents. Le processus de l'oxydation et de réduction, on obtient cette allure. Donc, pour I positif, il faut que E soit largement supérieur à N pour avoir un courant. Et pour I négatif, il faut que E soit largement inférieur à N pour avoir donc un courant significatif. Et on vous donne un exemple. H plus H2, c'est un système rapide sur l'électrode de platine, mais il est lent sur le mercure. Donc, je vous rappelle aussi que le système est lent ou rapide, tout dépend de l'électrode utilisée. Donc, il y a aussi une remarque, un système lent correspond à une irréversibilité, il faut se placer largement hors l'équilibre pour avoir donc, ce système. Donc, après, on va utiliser ou bien définir ce qu'on appelle la surtension à une électrode. C'est tout simplement la différence de potentiel entre le potentiel utilisé de l'électrode et le potentiel à l'équilibre. Donc, en utilisant cette définition-là, on peut définir un système lent comme étant un système où la surtension seuil est non nul. Qu'appelle-t-on surtension seuil, que ce soit anodique ou cathodique? C'est la surtension au-delà duquel, à partir duquel il y a un courant significatif. Donc pour un système lent, la surtension cathodique seuil ou la surtension anodique seuil est différente de 0. Elle est positive pour l'anodique et négative pour le cathodique. Donc, lorsqu'il est supérieur à 0, donc on a la surtension est supérieure à la surtension anodique seuil ou cathodique seuil pour le système lent. Alors que entre les deux, il existe un intervalle où le courant reste nul sur un intervalle. Pour un système rapide, donc le courant est non nul et la surtension est non nulle au-delà de N et la surtension seuil est nulle pour les deux processus. On vous a donné ici une allure ou bien une étude expérimentale de fer sur le platine. Vous voyez en bleu la partie cathodique, en vert la partie anodique et les deux, la somme des deux, c'est la courbe en rouge
vous voyez bien qu'il s'agit d'un système rapide. Donc, on poursuit le reste du chapitre dans un troisième vidéo.